Et pour en parler avec nous, Romain Troublé. Bonsoir Romain Troublé. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur général de Tara Expéditions, vous êtes aussi accessoirement le fils de Bruno Troublé, pour ceux qui s'en souviennent, un skipper français qui avait participé à la Coupe América en 80-81. Et vous aussi d'ailleurs, vous y avez participé à 2 reprises, en 2000 et en 2003. Si je ne me trompe pas. Ouais. Vous avez aussi une formation scientifique en biologie moléculaire. Et avant de commenter avec vous cette expédition, donc cette nouvelle expédition dans le Pacifique, on va rejoindre, si vous voulez bien, l'Orient, le port breton que Tara a quitté. Alors on me dit qu'on n'a pas le reportage, c'est bien dommage. Donc on va tout de suite commencer notre débat. Alors, je disais que les coraux étaient menacés par l'augmentation de la température. Il y a vraiment urgence si les coraux sont vraiment menacés, risquent de disparaître là. Oui, vous savez, le Pacifique notamment est affecté par un phénomène climatique qui s'appelle El Niño et de temps à autre, quelques années qui se suivent, la température de l'atmosphère et de l'océan augmente énormément. Ouais. Et ça cause beaucoup de dégâts sur les coraux, puisque au-delà de 31 degrés, quelque chose, 31,2 degrés, c'est très précis, eh bien le corail devient blanc. Oui, parce qu'en fait, il faut le rappeler que le corail, c'est pas seulement du végétal, c'est un mélange, j'ai vu, entre le végétal et l'animal. Oui, le corail, comme un animal, c'est une méduse à l'envers qui construit ce squelette qu'on voit quand on plonge avec un masque. Et cette méduse est blanche à l'origine, et elle est de couleur parce qu'une algue vient rentrer dans ses tissus et lui donner à manger. Voilà, et c'est cette algue, en fait qui, quand il fait trop chaud, l'algue s'en va. Voilà. Et donc, le corail n'a plus à manger, littéralement. Voilà, elle absorbe 90% de son énergie. Ouais. Et quand il fait trop chaud, cette algue part. Ouais. Et si ça dure trop longtemps, c'est comme nous, si ça dure trop longtemps, si on ne mange pas, eh bien, on meurt. C'est pareil pour les coraux, au bout de 3 semaines, ils peuvent disparaître. Alors, on a retrouvé le Tara, donc, qui a quitté l'Orient hier, et Mylène Girardot était sur place. Elle nous a ramené ce reportage avec Julien Münster, regardez. Larguer les amarres, Tara reprend la mer pour une nouvelle expédition, cap sur les coraux du Pacifique. À bord des marins et une équipe scientifique interdisciplinaire, 70 chercheurs de 8 pays différents vont se relayer pendant les 2 années que durera la traversée. Un parcours de 100 000 km, pas moins de 30 pays visités, du Panama au Japon en passant par la Polynésie, les Philippines ou encore la Chine. C'est une vraie usine à gaz maintenant. Emmanuel Boss est océanographe. C'est la 4e fois que ce chercheur franco-israélo-américain embarque sur Tara. La goélette est équipée des plus hautes technologies. Il y en a partout, jusque dans le plancher du garde-manger. C'est là où je cache mes instruments. Et donc là, il y a des instruments qui mesurent la température, la salinité et plusieurs propriétés optiques qu'on utilise après pour étudier ce qu'il y a dans l'eau. Chaque fois qu'on ajoute un nouveau jouet, on les appelle des jouets, mais une nouvelle mesure, on voit l'océan de manière qu'on n'a jamais vue avant. 40 000 échantillons seront collectés pour les chercheurs du monde entier. Cette fois, il s'agit d'analyser les récifs coralliens, étudier leur évolution face au changement climatique et à l'activité humaine. Car ces récifs sont de véritables réservoirs de biodiversité. Ils abritent près du tiers des espèces marines connues. Leur santé est essentielle. Les coraux, c'est directement une subsistance pour près d'un demi-milliard de personnes. C'est des sources de biodiversité pour la planète et pour les milieux côtiers. C'est des récifs de protection pour les milieux littoraux. Donc il y a tout un ensemble de services que rend cet écosystème, direct ou indirect, via la pêche et autres, qui sont essentiels et que l'on perdra avec la perte des récifs coralliens. Car le réchauffement et l'acidification des océans, la pollution, les aménagements côtiers ou encore la surpêche ont déjà eu raison de 20% des récifs coralliens. Et les prévisions sont alarmantes, 15 autres % pourraient disparaître d'ici 10 ans. Alors, j'imagine que quand les gens entendent parler de coraux, de corail, ils disent que c'est marginal, mais en fait, c'est très important parce que ce sont les marqueurs en fait, de la bonne santé de la mer. Bien sûr, ouais, ça agit comme des nurseries. Se trouve autour des récifs coralliens, il y a plein de cachettes, il y a plein d'endroits pour se développer. Et donc là, il y a beaucoup de juvéniles, de jeunes poissons, énormément d'espèces qui vivent là, qui se cachent, qui vivent ensemble d'ailleurs. Et c'est un véritable... Sa santé
sa santé, effectivement, décrit très bien la santé de l'océan. Parce qu'en fait, il représente très peu en surface dans le monde, mais il concentre 30% de la biodiversité. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. C'est un oasis de vie, en fait, dans l'océan. Ouais. Et leur préservation est importante c'est un patrimoine, en fait, qu'on a, nous, qu'on a hérité et qu'on doit transmettre. Alors, on a parlé des menaces. Il y a l'augmentation des températures, évidemment, on en a parlé. L'acidité de l'océan, ça, c'est l'augmentation du CO2. Oui. Et alors aussi la montée des eaux, parce qu'évidemment, plus il y a d'eau en fait entre le corail et la surface, moins il y a de lumière. Ah oui, comme je disais, cette petite algue, elle vit avec le soleil. Et donc les coraux qui vivent aujourd'hui, qu'on connaît tous, sont très proches du niveau de la surface de la mer pour avoir de l'énergie solaire, pour pouvoir faire cette énergie, pour pouvoir vivre. Et donc si cette eau monte trop vite, effectivement, est-ce que le récif aura le temps de s'adapter et de monter aussi vite ? Comme les arbres d'une forêt montent vers la lumière, c'est pareil, c'est pour les coraux, c'est pareil. Alors, c'est la 11e expédition scientifique pour Tara, je crois. Vous avez eu des aventures sur presque toutes les mers du monde. J'ai vu que vous avez été avant le Pacifique, il y a eu l'Antarctique, le Groenland, l'Arctique, la Patagonie, la Méditerranée. Alors, à quoi servent en fait toutes les données que vous récoltez, toutes ces analyses? Où vont-elles après? À qui s'en sert? Alors effectivement, à bord de Tara, on mesure beaucoup de choses. On fait des grandes missions qui sont entre 6 mois, 2 ans, 3 ans parfois, pour comparer des écosystèmes équivalents, mais à l'échelle de la planète. Là, on va comparer entre le Panama et l'Asie, entre la Nouvelle-Zélande et le Japon. Toutes ces données vont dans les laboratoires du CNRS, du CEA, et tous les laboratoires qui participent aussi à cette mission de Paris Sciences Lettres, notamment, pour être analysés et puis pour essayer de comprendre comment cet écosystème fonctionne, comment il va évoluer face au changement climatique, face aux pressions actuelles qu'on a bien vu à la COP21 d'ailleurs, comment il va se comporter et comment on peut anticiper ça et peut-être changer les choses. Alors justement, vous parlez de la COP21, elle avait soulevé beaucoup d'espoir, cette grande conférence sur le climat de Paris. On a dit qu'on allait lutter contre les causes du changement climatique. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, vous faites partie des optimistes? Moi, je suis optimiste. Je pense que ce qui s'est passé à Paris... Comment? Par nature? Par nature, bien sûr. Ouais. Et je pense que ce qui s'est passé à Paris est quelque chose d'historique. C'est jamais arrivé que tous les pays de la planète s'entendent sur un axe de développement à 30 ans, 50 ans de la planète. Maintenant, il y a beaucoup de travail sur le bureau pour faire que les paroles se transforment en actes. Ça va pas se faire en 6 mois, ça va pas se faire en 1 an, ça va se faire en 5, 10 ans. Il faut pas lâcher la pression sur ces décideurs qui ont parlé à Paris. L'accord de Paris a été signé il y a même pas 1 mois et demi. C'est tout frais. La COP22 au Maroc doit continuer et tenir ce flambeau vers le futur. Et c'est aussi à nous tous, citoyens, de pousser ça, de s'engager, de questionner, de dire alors on en est où? Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors Maître Blé, je vous propose, on va écouter Étienne Bourgois. En fait, hier à Lorient, Mylène Girardot a rencontré Étienne Bourgois, qui est le président de la fondation Tara Expédition. Il va nous rappeler aussi que Tara a une autre mission, c'est celle de sensibiliser le grand public. Écoutez. Le fait d'emmener ce bateau et d'aller faire des longues escales aussi, c'est d'aller sensibiliser, travailler avec les locaux, sensibiliser les politiques, avec les journalistes, pour montrer ce qui se passe et les dangers qu'on impose à la nature. Ouais. C'est important d'avoir le soutien du grand public? Bien sûr, c'est essentiel. Les choses changeront dans les années à venir si le public s'intéresse à ces questions. Et je pense que les intéressés via l'aventure humaine, comme ce bateau le fait, et comme d'autres le font, on n'est pas les seuls, on ne va pas sauver la planète, bien entendu, mais c'est participer un peu au débat collectif, au débat sociétal sur la planète, sur son enjeu, sur son environnement. Ouais. Alors, on l'a dit... Quelque part, c'est notre santé qui est derrière ça. Ouais. On l'a dit, l'expédition va durer, la mission va durer 2 ans. Vous allez vous relayer à bord du bateau. Il y a plus de 70 scientifiques. 50 marins. Vous allez y aller? J'y vais, bien sûr. Ouais. Et vous suivez, là, vous le suivez, le bateau, en permanence? Bien sûr, juste avant que je rentre sur le plateau, le bateau était à 200 km des côtes françaises déjà. Ouais. Ils avaient déjà fait de la science ce matin et ils se préparaient pour le dîner. Alors on parlait de la COP21 et par exemple j'ai vu en préparant l'émission que l'Australie, qui est un pays qui détient les plus la grande barrière de corail à l'est de l'Australie et de la Tasmanie, le gouvernement australien vient de refuser qu'un rapport de l'ONU parle des conséquences en fait du réchauffement climatique sur la grande barrière de corail parce qu'ils ont peur que ça fasse du tort au tourisme. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable, mais c'est pour ça que le débat est politique. Et donc, c'est pour ça que les gens doivent s'engager. Les gens de la société civile, vous, nous, tout le monde, doit donner son avis sur ces questions parce que ce n'est pas
Ce qui s'est passé sur la Grande Barrière de Corail depuis quelques semaines, c'est assez catastrophique. C'est que beaucoup la Grande Barrière a blanchi. Tout n'est pas mort, bien sûr, mais il n'empêche que c'est un grand impact. Et pourtant, c'est une grande zone barrière qui longe la côte est qui longe toute la côte, oui, ouais, à l'est de l'Australie, qui est très très grande, qui fait 1200 km. Ouais. Et qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on doit transmettre au futur. Et aujourd'hui, on a des problèmes avec sa santé. Alors un autre personnage qui nous a très surpris ces derniers jours, c'est Donald Trump, celui qui pourrait devenir le prochain président des États-Unis. Il a dit que le réchauffement planétaire, c'est un canular. Il a dit qu'il relancerait les forages des énergies fossiles, le pétrole et le gaz de schiste, et surtout qu'il reviendrait sur les engagements pris par Barack Obama et les États-Unis à COP21. Un commentaire? Les Américains font toujours ce qu'ils veulent avec l'ONU. Ouais. Ils n'ont pas jamais signé la Convention sur le droit de la mer, notamment depuis 1982. Bon, c'est des paroles, on verra ce qui se passe quand il sera élu. Ouais. S'il est élu. S'il est élu, oui. Alors un dernier mot quand même sur le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent de telles missions comme celle dans le Pacifique là, qui va durer 2 ans. J'imagine que ça coûte de l'argent. Vous êtes financé essentiellement par le privé ou c'est un partenariat public-privé? C'est un partenariat public-privé. Il y a des subventions de collectivités territoriales comme l'Orient, comme la Bretagne, la Grande Bretagne. Et puis aussi des financements de personnalités, de personnes comme Agnès B par exemple. Elle donne ça personnellement, c'est pas son entreprise. Et puis des groupes, des fondations d'entreprises comme la fondation d'entreprise Veolia, comme la fondation du Prince Albert de Monaco qui depuis 10 ans soutient ce projet. Voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de partenaires, 55 je crois. Un dernier mot, pour revenir à notre début de notre conversation, si les coraux les barrières de corail ou les coraux devaient disparaître, qu'est-ce que ça changerait pour nous concrètement? Ce serait vraiment une catastrophe C'est une catastrophe patrimoniale. Je pense que tout ne va pas disparaître. Ça va être remplacé par les espèces qui, elles, résistent. Maintenant, il faut savoir lesquelles résistent et quelles résisteront, vers quoi on se dirige. Et c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui avec Tara, c'est de s'intéresser à cette corail. Et tout ce petit peuple microscopique qui vit autour de lui, qui échange sans arrêt avec lui, et qui fait qu'il résiste ou qu'il ne résiste pas au changement climatique. Et effectivement, ces coraux, s'ils disparaissent, ça va être catastrophique pour la biodiversité, pour nos pêcheries, pour tout ce qui est lié à tout ça. Merci Romain Troublé, on suivra l'aventure du Tara autour du Pacifique. Avec plaisir. Merci d'être venu en parler, nous donner envie d'en savoir plus sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous.